J'ai toujours été la fille dont on était fièrement fier. Marie-Claire est si dévouée. Marie-Claire a un bel avenir. Marie-Claire ira loin. À 35 ans, je peux affirmer avoir comblé chacune des attentes que l'on avait placées sur mes épaules. Diplômée avec mention, carrière stable, appartement à moi. Tout a été acquis avec de la sueur, des nuits blanches et cette constante impression que ce n'était jamais assez. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Alice, de 3 ans plus jeune, semblait flotter dans la vie comme une plume portée par le vent, sans engagement, sans exigence, sans conséquence. Je me souviens des soirées où j'aidais mon père à organiser les comptes, tandis qu'au bout du couloir, j'entendais Alice rire dans sa chambre, au téléphone avec ses amis. « Laisse ta sœur, Claire, elle est encore jeune, elle a le temps d'apprendre », répétait-il avec ce sourire las. Le même sourire qui s'est éteint lorsque le cancer l'a emporté il y a 5 ans, nous laissant un héritage de dettes et de secrets mal gérés. C'est lors des obsèques que j'ai réalisé combien nous étions devenues étrangères l'une pour l'autre, Alice et moi. Tandis que je m'occupais des formalités funéraires, signais des papiers et recevais les condoléances avec une boule dans la gorge, elle pleurait ouvertement, recevait des accolades, se faisait consoler. Ma douleur fut rangée dans un tiroir de formalités et de responsabilités. La sienne fut accueillie et comprise. Je ne la blâme pas pour cela. Je me blâme moi-même d'être devenue quelqu'un d'aussi contrôlé que, même dans le deuil, je ne pouvais exprimer ma fragilité. L'appartement de ma mère, Madame Hélène, m'a toujours semblé être un véritable champ de mines de souvenirs. Chaque recoin renferme un souvenir d'une époque où nous formions une famille soi-disant fonctionnelle. La salle à manger, en particulier, fut le théâtre de nos plus grandes tensions déguisées en normalité. C'est là, à 12 ans, que j'ai appris que ma mère attendait Alice. C'est là, à 17 ans, que j'ai annoncé mon admission à l'université et que j'ai compris que mon père se préoccupait davantage des factures impayées que de mon avenir académique. C'est là, à 28 ans, que j'ai entendu, sans réagir, qu'Alice avait abandonné ses études, pour la 3e fois, afin de trouver sa voie. Et c'est exactement à cette même table que, il y a 2 semaines, ma mère m'a appelée d'une voix tremblante pour me demander de venir d'urgence. « Nous devons parler de l'héritage de ton père », avait-elle dit. « Un avocat viendra demain, et il nous faut être prête. » Je suis arrivée à 7 heures précises, comme toujours. L'odeur de poulet rôti et de pommes de terre emplissait la maison, une recette que ma mère préparait quand elle voulait adoucir l'annonce de mauvaises nouvelles. Alice est arrivée 40 minutes plus tard, cheveux en bataille et cernes marquées, murmurant des excuses sur le trafic, alors qu'elle habitait à seulement 10 minutes d'ici. « Enfin, nous allons manger », soupira ma mère en dressant les plats avec une précision qui trahissait son nervosité. « Le docteur Durand viendra demain à 10 heures. C'est un avocat spécialiste en droit des successions et il pourra nous aider avec la situation. » Lacan. Situation. C'est ainsi que nous désignons le désastre financier laissé par mon père. Factures impayées, emprunts à des usuriers, investissements ratés. Pendant 5 ans, j'ai été celle qui organisait les documents, négociait avec les banques, étalait les dettes. Tout cela pendant qu'Alice menait sa vie insouciante, demandant de temps à autre si les choses s'amélioraient entre 2 voyages qu'elle parvenait, curieusement, à financer. « Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire de plus que ce que j'ai déjà essayé ces dernières années, maman ?» demandai-je en découpant le poulet avec plus de vigueur que nécessaire. « Il a découvert certains actifs que ton père possédait, des actions d'une entreprise qui a été vendue. Il semblerait qu'il y ait une somme considérable, Marie-Claire. » Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir qui m'irrita profondément. Après tout ce que nous avions traversé, elle croyait encore en des solutions magiques. « Mais nous avons besoin des bons documents. Tu sais où ils sont, n'est-ce pas ?» Bien sûr que je savais. J'ai toujours su où se trouvait chaque chose. J'étais le GPS émotionnel et administratif de la famille. « Ils sont dans le dossier bleu, chez moi », répondis-je sèchement. « Je pourrai les apporter demain. » Alice, qui jusque-là mangeait distraitement en tripotant son téléphone, finit par intervenir. « C'est génial. Imagine si on avait assez d'argent pour rénover la maison. Maman, ta chambre a urgemment besoin d'un coup de neuf. » Le sang me monta aux joues. 5 ans de sacrifices, d'heures supplémentaires, d'emprunts sur mon propre salaire pour que notre mère ne perde pas la maison, et voilà qu'Alice envisageait déjà comment dépenser un argent dont nous ignorions même s'il existait réellement. Avant de penser aux rénovations, il faut rembourser les dettes restantes, rétorquai-je en essayant de garder une voix posée. Et peut-être, seulement peut-être, pourrais-je récupérer une partie de ce que j'ai investi pour vous maintenir, vous deux, sous un toit.
Le silence s'abattit lourdement sur la table. Ma mère déglutit difficilement, ses mains ridées tremblant légèrement en posant sa fourchette. « Marie-Claire, tu sais combien je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Mais cet argent, s'il arrive, c'est celui de la famille. Famille, répétai-je en laissant échapper un rire amer. C'est curieux comme je ne fais partie de la famille que lorsqu'il s'agit de soutenir financièrement ou administrativement. Lors des 3 derniers Noëls, on m'a informé à la dernière minute des plans, parce que vous avez oublié de me prévenir à l'avance. Ce n'est pas juste, protesta Alice, posant enfin son téléphone. Tu es toujours trop occupée par ton travail. C'est difficile de compter sur ta présence. Je suis occupée à travailler pour payer les dettes que ton père a laissées et que vous feignez d'ignorer. Les mots sortirent plus fort que je ne l'avais prévu. Pendant ce temps, tu voyages, tu sors, tu dépenses de l'argent que tu n'as pas, et maman trouve toujours des excuses. Alice cherche sa voie. Eh bien, j'aimerais aussi trouver la mienne sans avoir à porter le poids de cette famille sur le dos. Ma mère posa ses mains sur la table, un geste que nous connaissions depuis notre enfance. Cela signifiait qu'il était temps de nous calmer. Mes filles, demain, nous avons une réunion importante. Nous ne pouvons pas nous présenter au docteur Durand comme une famille désunie. Qu'est-ce qu'il va penser? Et voilà, la préoccupation éternelle pour les apparences. Peu importait que, intérieurement, nous nous effondrions, tant que nous paraissions être une famille heureuse aux yeux des autres. Honnêtement, maman, je me fiche de ce qu'un avocat inconnu pense de nous, dis-je en repoussant mon assiette. Ce qui compte, c'est que cela fait 5 ans que je porte un fardeau qui devrait être partagé, et quand enfin une lueur d'espoir apparaît, vous êtes déjà en train de planifier des dépenses sans même reconnaître mon sacrifice. Alice leva les yeux au ciel, un geste si familier qu'il faisait mal. Toujours le drame, Marie-Claire. Toujours toi, la martyre de la famille. Personne ne t'a demandé d'assumer toutes ces responsabilités. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Des années de frustration et de ressentiment se déversèrent, comme une digue rompue. Personne n'a demandé, martelai-je la table, faisant teinter les couverts. Quand papa est mort, et que tu as disparu pendant 2 semaines, qui est resté aux côtés de maman? Quand les créanciers ont commencé à appeler, qui a répondu? Quand la maison a failli être saisie, qui a négocié un accord? Je n'ai pas assumé ces responsabilités par choix, Alice. Je l'ai fait parce que quelqu'un devait agir. Et toi, tu étais trop occupée à chercher ta voie. Des larmes chaudes coulaient sur mon visage, à ma grande surprise. Je n'avais pas pleuré devant elle depuis des années. C'était comme si une armure invisible s'était fissurée. Assez, toutes les deux. Arrêtez ça maintenant. La voix de ma mère tremblait, mais conservait cette fermeté qui imposait toujours le respect. Demain, à 10h, le docteur Durand sera là, et nous devons présenter un front uni. Marie-Claire, apporte les documents. Alice, s'il te plaît, sois à l'heure. Et vous deux, comportez-vous comme des adultes, pas comme des adolescentes qui se disputent pour une robe empruntée. Le reste du dîner se déroula dans un silence lourd, interrompu seulement par le tintement des couverts. Une fois le repas terminé, j'aidai maman à faire la vaisselle tandis qu'Alice disparaissait dans le jardin, probablement pour fumer, une habitude qu'elle pensait que maman ignorait. « Ce n'est pas une mauvaise personne, Marie-Claire, » dit doucement maman en essuyant une assiette. « Elle n'a simplement pas eu à grandir aussi vite que toi. » Je me mordis la langue pour ne pas lui répondre que c'était exactement mon reproche. Pourquoi devais-je grandir si rapidement, alors qu'Alice pouvait rester éternellement irresponsable? À la place, je murmurai « Demain, j'apporterai. » Les documents, maman. Ne t'inquiète pas. Je quittais la maison avec un poids au cœur que je connaissais bien, mais auquel je ne m'étais jamais habituée. Dans la voiture, je me permis de pleurer véritablement, de ce genre de larmes que je ne laissais couler qu'en solitaire. Je pleurais pour la petite fille qui n'avait jamais pu être simplement une fille, qui avait toujours dû être le pilier. Je pleurais pour la femme que j'avais reportée d'être afin de réparer les erreurs de mon père. Et je pleurais pour la famille que nous n'avions jamais eue, une famille où responsabilité et affection seraient partagées équitablement. Chez moi, je pris le dossier bleu renfermant 5 années de dévouement méticuleux. Chaque document était la preuve de ma lutte pour maintenir notre famille à flot. Alors que j'organisais tout pour le lendemain, des messages d'Alice commencèrent à clignoter sur mon téléphone. « Désolée pour le dîner. Tu sais comment les choses deviennent tendues quand on aborde ce sujet. » Je ne répondis pas immédiatement. Une partie de moi voulait l'ignorer, comme elle le faisait souvent quand le sujet était difficile. Mais une autre partie était fatiguée de ce cycle sans fin. Ce n'est pas à propos du dîner, Alice. C'est au sujet d'années de déséquilibre. Mais demain, je serai là, comme je l'ai toujours été. La réponse arriva presque instantanément. Je sais que tu as l'air de ne pas apprécier ce que je fais,
Mais j'apprécie. Je ne sais juste pas comment aider sans tout gâcher. Ce message me prit de court. C'était la première fois depuis des années qu'Alice montrait le moindre signe d'introspection quant à son rôle, ou son absence de rôle, dans nos problèmes familiaux. Demain est un nouveau jour. Peut-être pourrons-nous enfin tourner la page. Je m'endormis avec le dossier à mes côtés, tel un bouclier pour la bataille à venir. Le lendemain matin apporta cette anxiété familière qui accompagnait toujours les réunions importantes. J'arrivai chez maman à 9h30, ponctuelle comme toujours. À ma grande surprise, Alice était déjà là, cheveux encore mouillés de sa douche, en train de prendre son café dans la cuisine. « Je suis arrivée tôt », dit-elle avec un sourire, timide. Je pensais aider à organiser les choses. J'acquiesçais, incertaine de comment réagir à cette version responsable de ma sœur. Maman, impeccable dans son tailleur bleu marine réservé aux occasions spéciales, paraissait soulagée de nous voir sans hostilité immédiate. Le docteur Durand a appelé. Il est en route, annonça-t-elle en ajustant nerveusement les cadres photos sur l'étagère, une tentative évidente de faire paraître la maison plus organisée qu'elle ne l'était réellement. À 10h05, la sonnette retentit. Un homme grand, aux cheveux grisonnants et aux lunettes fines, entra dans notre salon. Le docteur Durand avait cette présence que cultivent les avocats expérimentés, un mélange de formalité et de sérénité calculée. « Madame Hélène, quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne, » dit-il en serrant la main de maman. « Et ce doivent être vos filles. » Les présentations furent faites, et bientôt nous nous retrouvâmes toutes assises dans le salon, le dossier bleu ouvert, sur la table basse. Le docteur Durand examina les documents avec attention, posant de temps à autre des questions techniques qui, invariablement, m'étaient adressées. « Impressionnant de voir à quel point vous avez tout organisé, Madame Marie-Claire, » commenta-t-il, après avoir passé en revue une pile de justificatifs de paiement. « On voit que vous avez pris en main la gestion financière de la famille avec beaucoup de compétences. » Avant que je ne puisse répondre, maman intervint. « Marie-Claire a toujours été notre pilier. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans elle. » Ce compliment, bien que sincère, me semblait amer. Pourquoi ? Ce n'est qu'en présence d'un étranger. Ma dévotion était-elle reconnue ouvertement ? Et qu'en est-il des informations sur les actions ? Demandai-je, recentrant la conversation sur la raison de notre présence. Le docteur Durand ajusta ses lunettes et sortit un dossier de sa mallette. Votre père, Madame Hélène, était actionnaire minoritaire dans une entreprise technologique fondée en 2003. À l'époque, c'était une start-up sans grande envergure, et l'investissement semblait dérisoire pour mériter d'être mentionné. Cependant, cette entreprise a été acquise par un groupe multinational il y a 8 mois, et les actions ont pris une valeur considérable. Il nous présenta divers documents, graphiques, chiffres. D'après ses estimations, les actions valaient environ 1,2 million d'euros. Le choc se lisait sur nos visages. Maman porta ses mains à sa bouche. Alice laissa échapper un juron stupéfait. Et moi, je ressentis un mélange de soulagement et de colère. Soulagement que nos difficultés financières prenaient enfin fin, colère que mon père nous ait caché cet investissement, nous contraignant à lutter inutilement pendant des années. Pour débloquer cette somme, continua le docteur Durand, il faut prouver que vous êtes les légitimes héritières et régler certaines questions fiscales. Grâce aux documents que Madame Marie-Claire a fournis, une grande partie du travail est déjà accomplie. J'estime qu'en 3 mois, nous pourrons finaliser le processus. Le reste de la réunion fut consacré aux détails bureaucratiques et aux signatures. Le docteur Durand se montra impressionné par mes connaissances en matière de finances et de succession, un savoir que j'avais acquis à la dure durant ces 5 dernières années. Lorsque finalement il prit congé, nous laissant entre espoir et incrédulité, le silence s'installa de nouveau dans le salon. C'est Alice qui le rompit. 1 200 000, murmura-t-elle, comme pour tester la sonorité des mots. Papa avait tout cet argent et ne nous en avait jamais parlé. Il ne savait probablement pas qu'il valait autant, répondit maman, toujours prête à défendre ton père, même après son départ. Ton père n'a jamais été doué pour les investissements. Il le savait, répliquai-je, la voix plus ferme que je ne l'avais voulu. J'ai trouvé des lettres d'une société de courtage parmi ces documents. C'étaient des mises à jour trimestrielles sur la performance de l'entreprise. Il suivait la situation, mais il choisissait de ne pas nous en parler. Cette révélation tomba comme une bombe dans la pièce. Maman pâlit, et Alice se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit cela plus tôt ?» demanda maman, visiblement bouleversée. « Parce que cela n'aurait fait aucune différence, » répondis-je honnêtement. Les actions étaient bloquées jusqu'à l'acquisition de l'entreprise.
Nous n'aurions pas pu y accéder avant, et une partie de moi ne voulait pas détruire l'image que vous avez de lui. C'était vrai. Malgré toute la colère, toutes ces nuits blanches à essayer de résoudre les problèmes qu'il avait créés, je n'avais jamais voulu que maman et Alice découvrent l'étendue de ses secrets. Mais maintenant, avec la perspective de clore enfin ce chapitre douloureux, la vérité semblait être le seul chemin possible. « J'ai toujours su qu'il mentait sur l'argent », déclara Alice, se tournant encore vers nous. « Je me souviens, quand il me donnait une petite allocation en cachette, en me disant que c'était notre secret, que toi et maman ne comprendriez jamais. Cette confession fut comme un coup de poing. Tandis que je travaillais depuis mes 16 ans pour aider aux dépenses de la maison, mon père distribuait de l'argent caché à Alice pour qu'elle le dépense à sa guise. Pourquoi apprenons-nous cela seulement maintenant ? Questionnai-je, tentant de contenir ma douleur dans la voix. Alice se retourna enfin, les yeux embués de larmes, un spectacle rare. Parce que c'était la seule chose que nous avions, toi et moi. Tu as toujours été la fille parfaite. Marie-Claire, l'intelligente, la responsable, celle que tout le monde admirait. Moi, j'étais simplement l'autre sœur, celle qui ne rentrait jamais dans le moule. Maman, jusque-là silencieuse, se leva lentement. « Je pense que nous sommes toutes coupables dans cette histoire », dit-elle d'une voix chargée d'une tristesse ancienne. « Ton père et moi, nous n'avons jamais été doués pour la communication. Et nous avons créé cet abîme entre vous deux, sans nous en rendre compte. » Elle se dirigea vers l'étagère et saisit un album photo rarement consulté. « Regardez ça », demanda-t-elle en ouvrant une page en particulier. « Vous vous souvenez de ce jour ?» La photo montrait Alice et moi, probablement âgées de 9 et 12 ans, enlacées et souriantes devant un gâteau d'anniversaire. Je portais des lunettes trop larges pour mon visage, et Alice avait les cheveux ébouriffés et un sourire avec 2 dents de moins. C'était mon anniversaire, se rappela Alice en esquissant un léger sourire. Marie-Claire avait passé toute la semaine à m'aider à préparer les invitations pour la fête. Et tu m'as défendu quand Marcel Dubois disait que mes lunettes ressemblaient à des bouteilles renversées, ajoutai-je, le souvenir me revenant vivement. Tu as même renversé du soda sur sa robe blanche. Nous rions toutes, les deux, un son que nous n'avions pas partagé depuis longtemps. « Quand est-ce que tout a changé ?» demanda maman, en nous regardant tour à tour. « Quand avez-vous cessé d'être alliés pour devenir cela ?» La question plana dans l'air, lourde comme du plomb. Aucune de nous n'avait de réponse simple. Il n'y eut pas un moment précis, mais une série de petites fissures qui, avec le temps, formèrent un gouffre infranchissable. « Je crois que ça a commencé quand papa est tombé malade », dit Alice avec hésitation. « Tu as tout pris en main, Marie-Claire. Et moi, je ne savais pas comment aider. Alors, j'ai fui. Et j'en ai gardé un ressentiment envers toi pour avoir fui, l'admis-je. Tandis que je m'enfonçais, sous le poids des responsabilités, tu semblais vivre dans un autre monde. Je me sentais coupable, confessa-t-elle en essuyant une larme. Chaque fois que je rentrais à la maison et que je te voyais tout gérer, je me sentais tellement inutile, tellement inadaptée. C'était plus facile de rester loin que d'affronter le fait que je ne serais jamais comme toi. Cette confession fut comme un rideau se levant après des années de fermeture. Tout ce temps, j'avais cru qu'Alice était indifférente à mon sacrifice, alors qu'en réalité, elle était paralysée par une inadaptation que je n'avais jamais remarquée. « Je n'ai jamais voulu que tu sois comme moi », dis-je doucement. Je voulais seulement ne pas être seule dans tout ça. Maman reprit, place entre nous, prenant nos mains comme elle le faisait quand nous étions petites. « Il semble que nous ayons beaucoup à discuter », dit-elle avec un sourire triste. « Et peut-être que cet argent ne sera pas seulement une solution financière, mais aussi une chance de repartir à zéro en tant que famille. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en moi. Pendant 5 ans, j'avais vu cet héritage financier comme un fardeau, une punition pour des erreurs que je n'avais pas commises. Mais maintenant, pour la première fois, j'entrevoyais la possibilité qu'il puisse aussi représenter un nouveau départ. « Nous devons établir quelques règles », déclarai-je en revenant à ma nature pragmatique. Rembourser les dettes restantes, mettre de côté une somme pour la retraite de maman et diviser le reste équitablement. « Et il faut parler de l'avenir », ajouta Alice, me surprenant. « Je pense reprendre mes études, tu sais, le design graphique. C'est ce que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais pris au sérieux. » Maman serra nos mains, ses yeux étincelants d'un espoir renouvelé. « Demain, nous pourrons nous réunir autour d'un petit déjeuner, » suggéra-t-elle. « Discuter de tout cela, établir des plans, comme une véritable famille. »« Une véritable famille », répétai-je avec amertume. Ça me rappelle quand tante Solange est venue à Noël dernier.
Vous aviez organisé ce dîner élaboré, et quand j'ai demandé si je pouvais aider, tu as dit qu'il n'y avait de place que pour la vraie famille dans la cuisine parce que j'arriverais en retard du travail. Maman baissa les yeux, visiblement embarrassée. J'ai parlé sans réfléchir, Marie-Claire. Tu sais comment je deviens quand je suis stressée par les visites. Je sais exactement ce que tu es, maman. Et je sais qu'au fond, tu as toujours vu ma dévotion au travail comme une sorte de trahison envers la famille. Comme si je choisissais d'être absente alors que, en réalité, je travaillais pour maintenir cette famille à flot. Un silence pesant s'installa. Alice me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Du respect, peut-être. « Maman, tu as raison », finit-elle par dire. « On te punit toujours, moi pour ton irresponsabilité et toi pour être trop responsable. Ce n'est pas juste. » Maman prit une profonde inspiration, ses mains maintenant tremblantes reposant sur ses genoux. « Vous avez toutes les deux raison. J'ai été injuste, incohérente. J'ai trop exigé de toi, Marie-Claire. Et pas assez d'Alice. Et ce faisant, j'ai fait du tort à vous deux. » Elle releva les yeux, la détermination remplaçant la culpabilité. « Mais nous pouvons changer cela, à partir d'aujourd'hui. » Cet après-midi-là, toutes trois, nous fîmes quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des années. Nous avons vraiment parlé. Honnêtement, sans filtre ni crainte. Nous avons évoqué d'anciennes rancœurs, des attentes injustes, le poids de devoir être des femmes dans une famille où les rôles étaient rigidement imposés. Alice confessa son sentiment constant, d'inadéquation, toujours à l'ombre de ma supposée perfection. Je partageais mon ressentiment d'avoir dû porter des responsabilités qui auraient dû être partagées. Et notre mère, pour la première fois, admit comment elle avait transféré sur nous ses propres frustrations et peurs, issues d'une vie passée, à se soumettre à papa. Quand le soleil commença à se coucher, je me sentis étrangement légère, comme si un poids que j'avais porté des décennies venait d'être, sinon enlevé, du moins reconnu. « Alors, petit déjeuner demain ?» confirma maman, alors que nous nous préparions à partir. « Je serai là, promis-je. »« Moi aussi », dit Alice, et pour la première fois depuis des années, j'eus confiance en elle. Sur le chemin du retour, j'envoyai un message à mon patron pour l'informer que je prendrais le lendemain de congé, chose que je faisais rarement. « Affaire familiale », expliquai-je simplement. Et c'était vrai. Après 5 ans à lutter pour survivre, il était peut-être temps d'apprendre à vivre. Le lendemain matin, je me réveillais sans cette oppression habituelle au cœur, cette anxiété constante qui était devenue ma compagne fidèle. À la place, je ressentis quelque chose de semblable à de l'espoir, un sentiment presque oublié, fragile comme les premières feuilles du printemps. J'arrivai chez maman à 9h, apportant des pains frais de la boulangerie qu'elle affectionnait. À ma grande surprise, je trouvai Alice dans la cuisine, préparant café et jus d'orange. « Tu cuisines ?» demandai-je, véritablement étonnée. Elle rit, un son léger qui me rappela nos jours d'enfance. « Ne t'emballe pas. Je presse juste des oranges et fais bouillir de l'eau. Mais c'est un début, non ?» Maman entra dans la cuisine, encore en peignoir, cheveux ébouriffés, un état de détente qu'elle se permettait rarement. « Mes filles en cuisine avant 10h. Je dois rêver, » plaisanta-t-elle en nous embrassant, sur le front, comme elle le faisait quand nous étions petites. Le petit déjeuner fut paisible, sans les tensions habituelles. Nous parlâmes de banalités, évoquâmes des souvenirs d'enfance, riant des vieilles photos que maman insistait pour nous montrer. C'était comme si, pendant quelques heures, le passé douloureux avait été suspendu, nous permettant d'entrevoir ce que nous pourrions être en tant que famille. C'est alors que, lors de notre 2e tasse de café, maman aborda l'inévitable sujet. « J'ai réfléchi à ce que nous ferons avec l'argent », commença-t-elle avec hésitation. « Et je veux que vous sachiez que je suis d'accord avec Marie-Claire. D'abord, nous rembourserons toutes les dettes. Ensuite, nous mettrons de côté un fonds pour ma retraite. Je ne veux pas être un fardeau pour vous dans le futur. Et le reste sera à vous, divisé équitablement. » Alice et moi échangions des regards surpris. Connaissant maman, nous nous attendions à des disputes, à des larmes, à des tentatives de contrôle. « Tu es sûre, maman ?» demanda Alice. « Je pensais que tu voulais rénover la maison, partir en voyage. Et j'en ai envie, » confirma-t-elle. « Mais avec mon argent, pas le vôtre. J'ai déjà sacrifié trop de choses dans la vie de Marie-Claire par peur de mes difficultés financières. Je ne referai pas la même erreur. » Des larmes se formaient, mais cette fois elles étaient différentes. Elles naissaient, non, de la douleur, mais d'une reconnaissance tant attendue.
« Merci, maman », murmurai-je en lui serrant la main sur la table. « Ne me remercie pas », répondit-elle d'un ton ferme. « Je fais simplement ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Vous traitez, toutes les deux, comme des adultes à part entière, et non comme des extensions de mes propres traumatismes. » Alice essuya discrètement une larme qui coulait. « Ça veut dire que je ne peux plus utiliser la carte de crédit de maman pour acheter des vêtements ?» plaisanta-t-elle, allégeant la tension. Nous riâmes toutes les trois, et pendant un instant, je vis l'espoir de ce que nous pourrions devenir. Pas une famille parfaite, mais une où nous pourrions être honnêtes, vulnérables, humaines. Les mois suivants, nous travaillâmes avec le docteur Durand pour finaliser le processus de récupération des actions. Comme prévu, il fallut environ 3 mois avant que l'argent ne soit finalement débloqué. Durant cette période, quelque chose d'inattendu se produisit. Nous commençâmes, lentement, à reconstruire notre relation. Alice s'inscrivit à un cours de design graphique et, à ma grande surprise, fit preuve de dévouement et de talent. Pour ma part, je pris quelques congés occasionnels, de petites pauses pour respirer et prendre soin de moi. Et maman, pour la première fois depuis des décennies, semblait se détendre, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Lorsque nous reçûmes enfin l'argent, nous suivîmes exactement le plan établi. Nous remboursâmes toutes les dettes, créâmes un fonds de retraite généreux pour maman, et divisâmes le reste équitablement entre Alice et moi. Avec ma part, je fis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je pris un congé de 3 mois pour voyager à travers l'Europe. C'était un rêve enfoui depuis si longtemps que j'avais presque oublié son existence. Pendant ces semaines, en arpentant des ruelles pavées dans de vieilles villes, je sentis des couches de tension et de responsabilité se dissiper, comme si je pouvais enfin respirer après des années d'étouffement. Alice, quant à elle, investit une partie de l'argent dans un petit studio de design. Le reste fut utilisé pour achever ses études. « Je veux construire quelque chose à moi », me dit-elle en m'expliquant ses plans. « Quelque chose qui me fasse sentir capable, comme tu l'as toujours été. » Ces mots me remplissaient à la fois de fierté et de tristesse. Fierté de la voir enfin prendre le contrôle de sa vie, tristesse de réaliser que, pendant toutes ces années, elle me voyait comme un idéal inatteignable et non comme une sœur qui luttait aussi contre ses propres insécurités. Maman, de Tanteton, son côté, se permit de petits luxes qu'elle s'était toujours refusés, une rénovation modeste de la cuisine, un voyage pour rendre visite à sa sœur dans le sud, un cours de peinture qu'elle avait toujours voulu suivre. C'était comme si, libérée du fardeau des dettes et des secrets, elle pouvait enfin exister au-delà du rôle de veuve endettée. 6 mois après la visite du docteur Durand, un dimanche de printemps, nous nous réunîmes à nouveau pour un déjeuner, en famille. Il n'y avait ni occasion spéciale ni urgence, juste le désir sincère d'être ensemble. La table dressée dans le jardin sous le vieil oranger dégageait une simplicité, contrastant avec la complexité de notre histoire. Qui aurait cru, commenta maman en servant la salade, que cet investissement oublié de ton père nous apporterait non seulement la sécurité financière, mais aussi cela. Elle désigna, autour d'elle, non seulement la table bien garnie, mais surtout nous trois, discutant sans le poids de rancœur non exprimée. « Je crois que la véritable héritage n'était pas l'argent », observa Alice, surprenant par sa perspicacité nouvelle. C'était l'occasion de vraiment nous voir, sans les masques que nous avions mis pour survivre. Je hochai la tête, incapable de cacher mon sourire. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais tu as entièrement raison, ma petite sœur. Note-le bien au calendrier. Marie-Claire d'accord avec moi sans discuter, » plaisanta-t-elle, déclenchant des rires partagés. Ce fut à cet instant, entre des rires sincères et un vin modeste, que je compris que nous étions enfin arrivés, non pas à la perfection, ni à une résolution magique de chaque blessure accumulée, mais à un lieu où nous pouvions être authentiques l'une avec l'autre. Un lieu où je n'avais plus besoin d'être la fille parfaite, où Alice ne devait plus être la rebelle incontrôlée, et où maman n'était plus obligée de prétendre avoir toutes les réponses. Vous souvenez-vous de ce dîner ? Il y a presque 1 an ? Demanda maman, soudainement sérieuse. Quand j'avais dit qu'il n'y avait de place que pour la véritable famille, elle baissa les yeux, visiblement honteuse de ce souvenir. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir dit cela. Maman, nous en avons déjà parlé. Tentai-je de calmer le jeu, mal à l'aise face à l'orientation de la conversation en ce jour si agréable. Non, Marie-Claire, il faut que je te le dise, répliqua-t-elle en respirant profondément, me regardant droit dans les yeux. Ce jour-là, tu as répondu quelque chose qui m'a fait trembler. Tu as dit, si la véritable famille signifie ignorer les sacrifices et récompenser les irresponsabilités, alors je ne veux plus en faire partie. Je me rappelais ces mots,
prononcés dans un moment de colère et d'épuisement extrême. Des mots que je n'avais jamais réellement voulu, mais qui s'étaient échappés d'une plaie béante après des années de négligence émotionnelle. « Tu es parti en claquant la porte », poursuivit maman. J'ai passé la nuit à répéter ces mots. C'est alors que j'ai compris combien j'avais failli à te protéger, combien j'avais normalisé ton sacrifice comme une obligation. Et quand j'ai réalisé combien j'avais été égoïste, ajouta Alice en prenant ma main sur la table, en acceptant ton aide tout en agissant comme une adolescente, presque trentenaire. Des larmes silencieuses coulèrent sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de libération, comme si un nœud intérieur, serré depuis des décennies, se défaisait enfin. J'ai aussi commis des erreurs, admis-je en m'essuyant le visage. Je me suis cachée derrière mon rôle de responsable pour éviter d'affronter mes propres peurs. J'ai critiqué vos choix, Alice, tout en enviant secrètement ta liberté, et je vous ai toutes deux blâmées pour des décisions qui, en partie, étaient les miennes. Maman étendit la main, créant ainsi un lien entre nous trois. La vérité est que nous avons toutes fait des erreurs. Nous avons toutes tenté de survivre du mieux que nous pouvions avec les moyens dont nous disposions, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de construire quelque chose de nouveau. Pas une famille parfaite. Dieu sait que cela n'existe pas, mais une famille véritable. Une famille où nous pouvons être nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses. Une famille où l'on peut être en désaccord sans craindre de perdre l'amour, ajouta Alice. Une famille où les responsabilités sont partagées et non imposées, complétai-je. Une vraie famille, conclut maman, en resserrant notre poignée de main. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles de l'oranger, dessinant des motifs dansant sur la nappe. Au loin, les rires des enfants du quartier se mêlaient au chant des oiseaux. C'était un moment simple, presque banal, mais pour moi, il représentait ce que j'avais cherché toute ma vie, un sentiment d'appartenance sans le fardeau de la perfection. « Tu sais ce que je me demande encore ?» dit Alice, brisant le silence méditatif qui s'était installé. « Est-ce que papa savait que ses actions vaudraient autant un jour ? » « Je ne pense pas, » répondit maman d'un air songeur. « Ton père était un homme impulsif. Il a probablement investi dans cette entreprise sous l'effet de l'enthousiasme, puis il a oublié. Ou peut-être, suggérai-je, qu'il le savait, mais n'a pas vécu assez longtemps pour voir le résultat, comme une dernière tentative, pour corriger ses erreurs. J'aime bien cette version, admit Alice en se servant un peu plus de vin. Ça le rend plus complexe que simplement le père qui nous a laissés avec des dettes. Cette remarque me prit de court. Alice avait raison. Nous avions réduit notre père à ses erreurs financières, comme si toute son existence se résumait à un bilan négatif. Nous avions ignoré les histoires racontées lors des nuits de tempête, les blagues idiotes qui nous faisaient lever les yeux au ciel. Sa maladresse a essayé de réparer ce qui était cassé, créant souvent des problèmes encore plus grands. Il nous aimait, à sa manière, dis-je, surprenant même ma propre douceur. Il ne savait tout simplement pas comment le montrer sans causer de dégâts collatéraux, comme nous tous, observa maman, un sourire triste aux lèvres. Il aimait maladroitement, trébuchant sur ses propres insécurités. Cet instant, quelque chose se réalisa en moi. Ce n'était pas tant le pardon, certaines blessures sont trop profondes pour être simplement pardonnées, mais la compréhension. La capacité de voir mon père, ma mère, ma sœur et moi-même, non pas comme des héros ou des méchants d'une histoire simpliste, mais comme des êtres humains complexes, faillibles, tentant de naviguer dans le chaos de l'existence avec des cartes incomplètes. Je compris que la véritable libération ne résidait pas dans la recherche d'un coupable ou dans le partage des blâmes, mais dans l'acceptation de l'imperfection inhérente à chaque relation humaine, dans la reconnaissance que l'amour et la douleur peuvent coexister, que la responsabilité ne doit pas être synonyme de martyr et que grandir ne signifie pas forcément abandonner le passé, mais l'intégrer dans notre histoire pour nous rendre plus entières. À vous, levai-je mon verre en un toast improvisé. À notre famille imparfaite, compliquée et sincère. À notre famille, répondirent-elles à l'unisson, nos verres tintant sous le ciel de l'après-midi. Ce son, simple, mélodieux, éphémère, c'est là quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer pleinement. Un pacte silencieux, une promesse, mutuelle de rester ensemble, non malgré nos différences, mais grâce à elles. Le lendemain, je repris le travail avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les mêmes piles de dossiers, les mêmes réunions, les mêmes échéances, mais j'étais différente. Je n'étais plus Marie-Claire, la fille parfaite portant le monde sur ses épaules, mais une femme qui avait enfin compris que la force ne réside pas dans le fait de tout porter seule, mais dans la capacité à partager le fardeau. Alice appela, en milieu d'après-midi,
excitée par son premier client au studio de design. « C'est modeste, juste un logo pour un café local », dit-elle, incapable de cacher la fierté dans sa voix. « Mais c'est un début, n'est-ce pas ? Tout grand voyage commence par un petit pas, » répondis-je, sincèrement heureuse pour son enthousiasme. « Ce sera incroyable, Alice. Je n'en doute pas. Merci d'avoir toujours cru en moi, » dit-elle, la voix soudainement sérieuse. « Même quand tu me détestais pour ça. »« Tu ne m'as jamais détesté, » répliquai-je. « Tu détestais juste le poids qu'on nous imposait à toutes les deux. Des fardeaux différents, mais tout aussi injustes. Qui aurait cru qu'un jour nous aurions cette clarté ?» questionna-t-elle. « La véritable famille ?» tapai-je sur mon téléphone avec un sourire. Nous avons mis du temps, mais nous y sommes arrivés. Cette nuit-là, je dormis sans le poids habituel de l'anxiété liée à un avenir incertain. À la place de l'appréhension, je ressentais une sérénité qui ne venait pas de la certitude que tout irait bien, mais de la compréhension qu'en dépit des échecs, et ils viendront inévitablement, je ne serai plus seule pour les affronter. La famille imparfaite, compliquée et sincère que nous avions bâtie à partir des ruines d'attentes brisées et de rêves reportés, était plus forte que toute idée idéalisée que nous aurions pu poursuivre. Elle était réelle, elle était la nôtre, et cela, finalement, suffisait amplement.